Bonjour tout le monde et bienvenue à cette importante conférence. On me dit qu'il y a plus de 320 inscriptions, ce qui prouve l'intérêt des gens d'un peu partout au Québec, de différents syndicats affiliés à la FTQ. C'est la 4e conférence. La première a eu lieu en 1991. Et on se souviendra, une conférence en 2002, une en 2007. Le thème est à propos. Le thème de notre conférence aujourd'hui, c'est 30 ans, toujours de son temps. Écoutez, votre réseau, c'est une initiative syndicale que je qualifierais de nécessaire à l'époque et encore à propos et nécessaire aujourd'hui. Durant ces 2 jours, on va vous inviter à faire ensemble, faire le point, regarder le chemin parcouru, pardonnez-moi, depuis 30 ans, puis réfléchir également sur notre avenir. Vous savez, le réseau des délégués sociaux, ça donne un visage humain au syndicalisme, un visage humain aussi à la FTQ. C'est une initiative qui continue à se renouveler dans notre action syndicale. On est très fiers du réseau des délégués sociaux à l'FTQ. Vous allez avoir dans vos kits un cahier spécial du Monde ouvrier, qui est l'organe officiel de la FTQ, notre journal, un cahier spécial sur ce que vous faites, ce qui a été fait durant les 30 dernières années. Vous savez, en 1990, lors de la conférence, le président de l'époque, Louis Laberge, disait le réseau des délégués sociaux, c'est le cœur de la FTQ, puis ça l'est encore aujourd'hui. La petite histoire d'un grand réseau. Bien, petite, oui, parce que c'est 30 ans. 30 ans, c'est pas énorme par rapport à l'histoire du mouvement ouvrier, mais c'est aussi 30 années très significatives pour le mouvement syndical de la FTQ. Aujourd'hui, le réseau est très bien ancré à la FTQ et dans ses conseils régionaux. Aujourd'hui, le réseau est reconnu. Il est reconnu partout comme une intervention de première ligne qui facilite et améliore l'aide offerte par les services spécialisés. Aujourd'hui, le réseau d'entraide de la FTQ, c'est 2500 délégués sociaux dans toutes les régions du Québec. Cette présence ne ment pas et dénote la vitalité d'un réseau qui s'est bâti à force d'engagement, d'écoute, de soutien et de solidarité. Vous présentez une réelle alternative. Vous êtes capable, avec le réseau des délégués sociaux, dans les milieux, on est capable de voir venir les choses. D'agir avant qu'il soit trop tard. Et ça, c'est un plus important dans un milieu pour qu'il soit de plus en plus sain. Pourquoi l'entraide en 2012? Pourquoi on parle encore d'entraide en 2012? Après tout, on s'est doté d'un État qui est intervenu sur les différents problèmes que vivent les gens. Et quand on est aux prises avec des problèmes personnels, il y a des professionnels qui peuvent agir pour ça. Et il y a tout un réseau de la santé qui peut agir pour ça. Alors, on a l'impression que l'entraide, c'est une vieille démarche qui est vieille comme le monde. L'entraide, on n'a pas inventé ça hier. L'humanité s'est construite essentiellement autour des difficultés vécues par les gens et on s'entraide mutuellement. Et particulièrement, les syndicats, quand on regarde l'histoire du syndicalisme au 19e siècle, les syndicats se sont essentiellement constitués autour des problèmes d'entraide. Et même, on s'est intéressé aux problèmes des gens avant même de s'intéresser aux problèmes du travail. Et les premiers syndicats ont été formés essentiellement autour des problèmes que les gens vivaient dans leur milieu, non seulement le milieu de travail, mais dans leur milieu de vie. Souvent, à l'époque, les gens vivaient près de leur lieu de travail, donc les questions relatives au logement, à la santé, au décès d'un proche, etc. Les syndicats se sont toujours préoccupés de ça. Puis, évidemment, on s'est professionnalisé, les syndicats se sont professionnalisés et les services qu'on a reçus aussi de la part de l'État se sont professionnalisés et on s'est transformé de sorte que l'entraide s'est peu à peu échevelé et de sorte que ça a disparu pratiquement et aujourd'hui on y revient. Pas juste dans le syndicalisme, mais également dans d'autres milieux. L'entraide se retrouve dans beaucoup d'associations et on traite beaucoup de problèmes de cette façon. L'empowerment, c'est un processus qui fait en sorte qu'un individu, une personne, ou encore une communauté ou même une organisation, fait 3 choses. Premièrement, elle est capable de choisir librement, volontairement,
de faire quelque chose. Deuxièmement, elle est capable de décider, c'est-à-dire de transformer son choix en décision. Ça veut dire d'être capable d'analyser les avantages, les désavantages, pardon, d'être capable de peser le pour et le contre, d'essayer de voir c'est quoi les conséquences, et de savoir si on s'engage pour faire ça, bien là, il va falloir que je sois capable d'être responsable de ma décision, de mon acte. Et après ça, de passer à l'action, d'agir. Ce qui veut dire que la personne peut avoir besoin de ressources, et d'avoir besoin de ressources, ça n'empêche pas d'être autonome. Donc, avec les personnes qui avaient des problèmes à l'époque, on essayait de travailler avec ces personnes pour qu'elles puissent faire des meilleurs choix. Et si les choix les amenaient à des problèmes, qu'on puisse travailler pour amener de meilleures décisions et finalement de meilleures actions dans le champ de problèmes sur lesquels on travaillait. L'empowerment, finalement, c'est, on peut changer la diapo, c'est cette capacité d'agir de façon autonome. C'est cette capacité qu'on a de pouvoir, finalement, prendre un risque. Une personne qui travaille, vous êtes les premières à savoir, qui travaille de façon autonome, c'est une personne qui va pouvoir prendre des décisions sur le champ et prendre un risque, de dire oui, ça, on pourrait probablement faire ça, ou je pourrais probablement faire ça, parce que je suis capable de peser les différentes alternatives dans ma tête et d'utiliser les informations, les connaissances que j'ai. C'est des personnes qui sont finalement compétentes. Une compétence, et la manière qu'on l'utilise dans le milieu de l'éducation, la compétence, c'est également d'avoir un pouvoir d'agir. C'est de pouvoir mettre ensemble les connaissances qu'on a pour pouvoir faire l'intervention qu'on veut. Les personnes s'adressent à vous en quelque part dans votre côté délégué social, moins que dans votre côté délégué syndical, dans votre côté délégué social, en quelque part, ont une difficulté, soit probablement au niveau du choix de la décision ou de l'action, en quelque part. Centraide, c'est un organisme qui couvre l'ensemble du territoire québécois, qui soutient aussi le plus grand nombre d'organismes pouvant venir en aide à vos membres. Et finalement, notre mission va dans le même sens. Puis évidemment, il faut vous rappeler que vous savez, comme vous le savez, les organismes financés par Centraide constituent une banque de ressources privilégiées pour les personnes en difficulté. Et moi, je dis souvent à mes collègues qu'on n'a pas beaucoup dans nos organismes, par rapport aux délégués sociaux, d'organismes où il y a à peu près jusqu'à, comme en Estrie, 180 personnes impliquées dans la référence de personnes ayant des problèmes. La chose la plus importante, je vais le répéter toujours, c'est la complicité qu'on développe entre le réseau des délégués sociaux et le Centraide. Les gens, on a de toutes les personnalités. On a de tous les genres. Et c'est exactement ça, un réseau. On n'est pas des thérapeutes. Là. Moi, je ne suis pas un psychologue. Là. On ne me reconnaîtra pas à cause de mes caractéristiques professionnelles. On va me reconnaître parce que je suis un gars qui me semble fiable. Il me semble qu'il va me comprendre. Mais je vous mets au défi, c'est pas tout le monde ici qui va se confier à moi. Hein? Il y en a qui aiment mieux Jean. Bon... Mais, dans le fond, on est un bon échantillonnage ici. L'avantage du réseau, c'est qu'on a des profils différents qui correspondent aux besoins du monde. Le souci premier, c'est de répondre aux besoins du monde.
Et plus votre réseau va être riche, plus il va être diversifié, plus vous allez être susceptible de répondre aux besoins des membres. Il faut nourrir ce réseau, il faut l'agrandir et la seule façon, c'est de le mobiliser. C'est important de mettre des moyens d'action syndicale puis de travailler en partenariat avec l'employeur pour leur démontrer notre fameux réseau délégué social. Nous autres, chez nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à la base. Chaque délégué syndical, quand ils ont fait leur formation de base, pas longtemps après, ils ont leur formation de délégué social. Puis, qu'est-ce que ça a fait, ça, depuis 20 ans? C'est qu'on le sait que le délégué social qui monte dans la hiérarchie, à un moment donné, se retrouve au comité de grief, santé, sécurité, exécutif, comité de négo. Puis aujourd'hui, comité de négo qui sont là, ils ont tous eu la formation de délégué social, comité de grief, santé, sécurité, ils ont tous été formés. Puis les nouveaux délégués qui adhèrent à la structure syndicale, bien, on trouve aujourd'hui, c'est complémentaire à leur rôle de délégué syndical, puis c'est comme essentiel aujourd'hui en milieu de travail. Fait que c'est certain que quand que l'instance syndicale s'assied avec l'employeur, peu importe, un comité de négo ou grief, ils connaissent le réseau, puis c'est bénéfique pour tout le monde. Oui, c'est sûr que les conseils, on va s'investir auprès des sections locales pour aider à continuer de bâtir leur réseau, continuer à être à l'écoute aussi des besoins des sections locales et des délégués sociaux. C'est comme ça d'ailleurs que les formations qu'on offre, les conférences qu'on donne, les soirées thématiques répondent à des besoins que vous nous dites. Et ça, c'est important de le partager le plus largement possible, puis faire qu'on s'est ajusté au fil du temps. Le success story des 30 dernières années, c'est ça qui va être parlant pour convaincre effectivement les directions syndicales que c'est un plus, c'est ça qui rend nos syndicats meilleurs. Les défis, je pense que vous les avez énumérés pas mal. Je pense qu'on a intérêt à structurer davantage notre présence dans nos milieux de travail. On a à mettre de l'avant l'ensemble des bienfaits du réseau. On a commencé à le faire, c'est pas pour rien qu'on a une journée de reconnaissance. On veut que le travail qui est fait par les délégués sociaux soit connu et reconnu. C'est un des bons coups de la FTQ. On en fait souvent des bons, mais ça, c'est vraiment un super bon coup qui est totalement méconnu, puis qu'on a intérêt à faire connaître, autant dans nos milieux de travail, autant à l'extérieur de nos milieux de travail. On doit s'assurer de la crédibilité du réseau. Puis comment on fait ça? Bien, c'est par la qualité de nos interventions, puis ça, je pense que vous êtes des champions. Il faut être à l'aise dans notre rôle, bien évidemment. Ça prend bien sûr une qualité que vous avez tous, c'est-à-dire un grand cœur. Puis il y a deux autres éléments importants. Je l'ai mentionné tantôt, il faut de plus en plus agir à titre préventif. Les problèmes de santé mentale, ils n'arrivent pas comme ça sur le fly, on le sait. On voit les gens qui se détériorent au fur et à mesure. On devrait être capable d'intervenir de façon préventive dans ces dossiers-là. Donc, le défi de demain, c'est qu'on agisse davantage en prévention qu'en situation de crise. Et le dernier défi que je vous dirais qu'il faut relever, c'est le cas de le dire, relever, c'est de créer une relève. Et ça, c'est le défi, bien sûr, de tout le mouvement syndical. Les baby boomers ont pris leur place dans le mouvement syndical, ont pris la place dans le mouvement syndical depuis ces dernières années. Les baby boomers s'en vont à leur retraite. Et on doit se trouver une relève. On doit se trouver une relève et la relève ne doit pas arriver au moment où ceux qui ont milité pendant des années, ceux qui ont été actifs pendant des années, quittent. On doit la former, cette relève-là. On doit lui transmettre les valeurs qu'on a acquises puis qu'on a défendues au fil des années. Puis ça, je pense que c'est important. Donc, si on veut créer une véritable relève, c'est maintenant qu'il faut attirer les plus jeunes. Les plus jeunes ou les plus vieux qui n'ont pas milité puis qui ont le goût de militer puis qui ont encore quelques années devant eux où ils veulent aider leurs collègues de travail, mais je pense qu'il faut les attirer. Il faut créer une véritable relève. La FTQ, les conseils régionaux, les syndicats affiliés doivent continuer à soutenir le réseau
puis à vous appuyer. Je pense que c'est important parce que c'est ensemble qu'on va favoriser le mieux-être de nos membres. Et ce que je pourrais nous souhaiter, en terminant, et le plus grand défi qu'on aura à relever, c'est de passer plusieurs autres 30 ans à se répéter nos bons coups, puis à se répéter qu'on a aidé nos collègues de travail. Merci bien. La petite histoire d'un grand réseau. Bien, petite, oui, parce que c'est 30 ans, puis 30 ans, c'est pas énorme par rapport à l'histoire du mouvement ouvrier, mais c'est aussi 30 années très significatives pour le mouvement syndical de la FTQ. Le réseau de délégués sociaux, il est né à une époque où on vivait un contexte bien particulier. On se rappelle le début des années 80, grave crise économique, beaucoup de fermetures, beaucoup de pertes d'emplois. Les problèmes que vivent les membres sont criants et on a aussi une très forte volonté syndicale de venir en aide à ces personnes. À l'origine du réseau, aussi, on doit le dire, le principal artisan, le Conseil du travail de Montréal, comme on l'appelait à l'époque, donc le Conseil régional du Montréal métropolitain maintenant, qui vise à développer un réseau d'entraide syndicale par les pairs. Il y avait déjà des expériences qui s'étaient produites ou mises en place à Toronto, aux États-Unis, avec des ententes de partenariat avec United Way Canada, le pendant de Centraide en anglais. Et avec cette réalité, ils ont décidé d'aller de l'avant et essayer d'aider à répondre aux problèmes que les membres vivent qui ne sont pas couverts par la convention collective. Lors du 6e congrès du CTM, qu'on avait appelé « Élargir l'action syndicale locale », on a consacré la rencontre au projet de réseau d'entraide et après discussion, on avait adopté le projet de mettre sur pied le réseau et aussi un mandat de négociation avec Centraide Montréal pour avoir du financement pour soutenir ce réseau. Parallèlement à ça, la FTQ a aussi agi pour développer de l'aide aux chômeurs-chômeuses qui étaient de plus en plus nombreux dans ce contexte-là. En 1982, ils ont développé Opération Chômage. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui se reconnaissent, mais on avait formé à ce moment-là beaucoup de militants à travers le Québec pour aider nos membres qui tombaient en chômage à avoir droit ou à réclamer leur assurance chômage, voire même l'assurance emploi dans certains cas. En 1983, toujours dans le contexte de l'opération chômage, la FTQ a profité d'une subvention du gouvernement fédéral pour embaucher 79 conseillers et conseillères, toutes des personnes issues de la FTQ qui avaient perdu leur emploi et qui ont été formées pour aider les travailleurs. Il y avait des bureaux partout dans le Québec, dans tous les conseils régionaux. En fait, il y en avait 27 à la grandeur du Québec. Et ces conseillers et conseillères devaient aider les membres à faire face aux demandes d'assurance-emploi, mais assurance chômage à l'époque. Mais ils se sont vite rendus compte que les problèmes étaient beaucoup plus larges, beaucoup plus criants sur bien d'autres sujets. Problèmes d'endettement, de violence, de consommation d'alcool, de drogue, etc. Donc, ils ont un peu tiré la sonnette d'alarme et constaté l'ampleur des besoins que vivaient nos membres. Toujours à la même époque, on avait aussi beaucoup de militants syndicaux à la FTQ qui se préoccupaient des problèmes de consommation de drogue et d'alcool chez nos membres. On a eu des résolutions de congrès dès 1979 qui demandaient qu'on développe des programmes d'aide ou des programmes de formation pour sensibiliser nos membres aux problèmes de consommation. Et par une résolution de congrès en 1983, on a mis en place le comité alcoolisme et haute toxicomanie qui s'appelait à ce moment-là. Le comité a une histoire très liée avec le réseau des délégués sociaux. Il aura toujours travaillé de pair. Ça a été un lieu de débat intéressant, mais qui a toujours travaillé de pair avec le réseau pour arriver à bien répondre aux besoins des membres. Et là-dedans, évidemment, le coup de pouce décisif qu'on finit par avoir, après bien des discussions, Centraide Montréal s'engage avec le CTM pour développer un partenariat et mettre sur pied, pour une première fois, un projet pilote de 3 ans pour développer et mesurer la pertinence d'un tel projet. La première entente a été signée en mai 1983
et a permis alors l'embauche de Jean Sylvestre comme premier coordonnateur du réseau de délégués sociaux. Centraide aidait à financer le programme pour le conseil. En contrepartie, les syndicats affiliés du CTM s'engageaient à participer activement à la campagne de Centraide. Donc, en 1983, le réseau est né. On peut se rappeler aussi que 1983, c'est une grosse année pour la FTQ, le réseau de délégués sociaux qui prend pied au CTM, le comité alcoolisme-toxicomanie qui est mis en place et le Fonds de solidarité qui est aussi mis en place à ce moment-là, qui est une autre réponse à la crise. Si le réseau est né, il faut maintenant relever le défi et le mettre en place, concrétiser ce projet-là. Il faut définir le rôle du délégué social, il faut aussi former notre monde, il faut créer un cours pour les former et faire l'opération de formation. Évidemment, tout ça, ce n'est pas fait sans divergence et sans débat. On est des milieux démocratiques, il y a bien des débats. D'une part, ce n'est pas tout le monde qui était sûr que c'était une bonne idée de créer le réseau de délégués sociaux, au départ, délégués sociaux. Pour plusieurs, c'était la job du délégué syndical de venir en aide aux membres, puis c'était à lui de faire ça. Puis pour d'autres, bien, la FTQ, c'était pas un CLSC, puis nous, on s'occupe de relations de travail puis de négociations de conventions collectives. Donc, il y a eu quand même beaucoup de discussions à travers tout ça. On est quand même abouti à la création, tout le monde y a cru. On avait aussi des divergences, notamment chez les membres du comité d'alcoolisme-toxicomanie, pour dire c'est quoi le champ d'action du délégué social? Est-ce qu'on est essentiellement basé sur les problèmes de consommation d'alcool et de drogue, alors que d'autres disaient, ben non, il faut réagir à toutes les problématiques vécues par les membres. On a aussi précisé le rôle du délégué social. Dans le fond, l'intervention du délégué social, il y a 3 objectifs principaux. Bien, c'est briser le sentiment d'isolement de la personne, pallier le manque d'information par rapport à sa problématique, puis c'est grosso modo d'aider le collègue ou la collègue à se prendre en main. Maintenant, bien, il fallait avancer, il fallait former notre monde et passer à l'action. Donc, le CTM a passé ses premiers mois à développer le cours de base du délégué social qui est la porte d'entrée du réseau. Cette formation de base abordait, et aborde toujours d'ailleurs, la relation d'aide entre les pairs, son potentiel, ses limites. Ça abordait aussi les problématiques rencontrées et les ressources d'aide disponibles. Et à l'époque, on abordait aussi toute une partie sur les lois sociales comme l'assurance chômage et l'aide sociale. Ce cours-là avait été développé aussi avec le service de l'éducation de la FTQ et des ressources universitaires qui ont participé grandement, dont M. Maurice Moreau, dont j'ai entendu beaucoup parler dans mes recherches sur l'historique. Quand le cours est créé, on fait la première formation en mai 1984. On donne le premier cours à 15 travailleurs du STEC, c'est le syndicat des travailleurs de l'énergie et de la chimie, qui s'est ensuite allié avec le SCEP. C'est principalement des travailleurs de la compagnie Johnson & Johnson qui voyaient d'un très bon œil la création de ce programme-là et qui avaient même participé financièrement à la formation. On réajuste le cours, bien entendu, et une deuxième expérience est tentée en septembre 1984 avec 24 personnes de différents syndicats affiliés à la FTQ. Dans les années suivantes, c'est des centaines de personnes qui ont été formées au rôle de délégués sociaux, à Montréal, bien sûr, mais aussi un peu partout à travers la province. Dans ces premières années, au fur et à mesure qu'on se met en place, c'est un réseau qui se définit aussi, qui se définit d'abord et avant tout comme un outil syndical. On vise le mieux-être des personnes et la prévention dans nos milieux de travail. On se veut aussi une réponse syndicale au programme d'aide aux employés qui se développe de plus en plus par les employeurs et qui sont, d'un autre point de vue syndical, un programme de gestion de ressources humaines. De notre côté, on veut surtout viser le mieux-être des personnes et on définit notre réseau aussi dans une structure régionale. Les principes à la base du réseau se définissent à ce moment-là, ils sont toujours vrais, vous les connaissez. Une intervention par les pairs, par les confrères, consoeurs de travail, une aide d'égal à égal, on n'est pas des spécialistes. Libre et volontaire, on n'est pas des agents de vérification non plus. On vient parler avec la personne lorsqu'elle est d'accord et confidentiel. Michel en a parlé tout à l'heure, la confidentialité, c'est un élément essentiel dans le rôle du délégué social. En fait,
on est une intervention de première ligne basée sur l'écoute active, la référence et la prévention. Dans l'organisation du réseau, il y a la coordination régionale qui est assumée par le conseil régional. Dans les premières années, c'est essentiellement à Montréal. Après, on va le voir, ça se multiplie dans d'autres régions. C'est grâce à la coordination régionale qu'on réussit à soutenir nos délégués sociaux et à faire des liens avec les organismes d'aide dans les communautés. Ces rencontres d'animation et de formation, c'est un ressourcement essentiel pour les délégués sociaux qui vivent des réalités pas toujours faciles pour aider leurs collègues dans les milieux de travail. C'est des activités de formation et d'animation qui leur permettent d'échanger entre eux sur leurs réalités et leurs difficultés, des activités que vous vivez toujours comme délégués sociaux et qui sont toujours tout aussi essentielles pour bien supporter votre mission. Au bout du compte, c'est aussi une initiative qui fait du chemin, le réseau des délégués sociaux. De plus en plus, au fil des ans, les syndicats affiliés de la FTQ et les conseils régionaux vont reconnaître la part de la FTQ, pas de la FTQ, oui, de la FTQ, mais du réseau de délégués sociaux. Et finalement, la région de Québec mettra en place une coordination régionale. Donc, en 1989, il y a une deuxième entente qui est signée entre le Conseil du travail de Québec, à l'époque, et Centraide Québec pour se doter d'une coordination. Par la suite, de Montréal aux quatre coins du Québec, on va étendre le réseau. En 90, la FTQ décide d'embaucher Jean Sylvestre, qui avait été le premier coordonnateur à Montréal, pour venir développer le programme à la FTQ et étendre le réseau partout au Québec, en travaillant notamment pour la multiplication d'ententes pour des financements de coordination. Et ça fonctionne. Dans les années 90, on vit une multiplication des ententes et des coordinations régionales en Abitibi-Témiscamingue en 1990, en Outaouais en 1990, en Estrie en 1993 et nouveau type d'entente en 1994. Les conseils régionaux de l'Estrie-Mauricie Centre du Québec font une entente avec les centraides de ces territoires-là pour, ensemble, se doter d'une coordination à temps complet. C'est un modèle qui sera répété aussi par la suite. En 1996, Laurentide-Lanaudière se dote aussi de sa coordination régionale pour soutenir le réseau. En 1997, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on conclut aussi une entente, mais cette fois-ci avec la Croix-Rouge que se développe l'aventure et qu'elle se poursuit toujours avec la Croix-Rouge. En 1997, si j'ai bonne mémoire, on compte déjà 1700 délégués sociaux à travers la province. Un réseau qui poursuit sa lancée, mais dans les années 2000 aussi, il y a les régions qui vont s'ajouter. Les conseils de la Montérégie, après une entente avec Centraide en 2005, vont se doter d'une coordination régionale. Et le Bas-Saint-Laurent négocie une première entente en 2008 avec une coordination à temps partiel qui est renouvelée pour faire une vraie entente qu'on appelle un vrai contrat en 2011. Côte-Nord a sporadiquement des ententes avec le Centraide, la Caisse d'économie des travailleurs pour les aider à financer des activités et depuis assez récemment, un coordonnateur qui vous a été présenté tout à l'heure qui va soutenir le réseau. À travers toute cette lancée, on se dote de façons communes d'agir aussi, on se dote de façons de faire qui soutiennent le réseau. Et les conférences annuelles que vous avez dans chacune de vos régions deviennent rapidement une tradition bien implantée. Montréal va tenir sa première conférence annuelle en 1988. Québec va la tenir en 91. En 94, c'est l'Outaouais qui emboîte le pas. Et par la suite, les autres régions vont embarquer au gré de leurs ententes et des moyens qu'ils auront pour organiser des conférences annuelles pour les délégués sociaux. Une conférence à souligner, c'est la 6e conférence du réseau des DS du CTM qui s'appelait « 10 ans d'entraide à célébrer ». En fait, à cette époque-là, l'UQAM, avec M. Jacques Réaume, avait fait une recherche sur le réseau des délégués sociaux. Et M. Réaume était venu présenter les résultats de la recherche, qui étaient des résultats très positifs et valorisants et engageants pour le réseau, ce qui a aidé aussi à appuyer son développement dans les autres régions et à la grandeur du Québec. Mais on a aussi fait des conférences nationales. Michel en a parlé tout à l'heure. La première en 1991 qui s'était tenue à l'UQAM, il y avait 400 personnes. Comprendre pour agir, c'était essentiellement basé sur les problématiques d'alcoolisme et de toxicomanie avec l'entraide syndicale qu'on peut apporter à nos membres qui vivent ces problèmes. En 2002, comprendre le problème sans jamais oublier la personne,
On parle surtout des climats de travail sous pression et comment on peut travailler à aider les gens dans ces réalités de travail très difficiles que l'on vit à ce moment. En 2007, Ensemble, nous aidons, une invitation toute particulière aux autres membres des réseaux de santé et sécurité, de conditions féminines, pour travailler de pair avec le réseau d'entraide syndicale pour arriver à faire une meilleure prévention auprès de nos membres. Et finalement, aujourd'hui, 30 ans est toujours de son temps. On voit qu'on est toujours de notre temps et on continue à écrire l'histoire ici ensemble. Des outils communs. Au fil des ans, on s'est doté d'autres formations complémentaires à la formation de base, les formations sur les collectifs d'entraide, prévenir l'épuisement professionnel, résolution de conflits, harcèlement psychologique. Il y a toute une panoplie de formations complémentaires qu'on peut offrir à nos délégués sociaux. Des outils aussi, des publications communes, le guide d'intervention en alcoolisme et haute toxicomanie. J'imagine que plusieurs d'entre vous reconnaissent les deux versions. Publié et produit par le Comité de l'alcoolisme et haute toxicomanie, Objectif Mieux-être, qui avait été édité en 1987 et qui est repris en 2007. Des hommes et des femmes pour des hommes et des femmes aussi. La vidéo que vous avez tous vue probablement dans votre cours, ça a été produit par la FTQ en 1990 avec l'UDA qui était membre de la FTQ. C'est une grosse production à l'époque et une vidéo qui ne serait pas possible à refaire. C'est un vrai film. Le bulletin L'Entraide, de 1989 à 1995, on produisait sporadiquement des numéros encore dans le monde ouvrier sur le réseau des délégués sociaux et des délégués sociales. Et finalement, notre dernière publication en 2010, pour une entraide syndicale, un réseau qui a fait ses preuves, qui a été lancé au dernier congrès. Aujourd'hui, le réseau est très bien ancré à la FTQ et dans ses conseils régionaux. Aujourd'hui, le réseau est reconnu. Il est reconnu partout comme une intervention de première ligne qui facilite et améliore l'aide offerte par les services spécialisés. Aujourd'hui, le réseau d'entraide de la FTQ, c'est 2500 délégués sociaux dans toutes les régions du Québec. Cette présence ne ment pas et dénote la vitalité d'un réseau qui s'est bâti à force d'engagement, d'écoute, de soutien et de solidarité. Merci. Alors, nous sommes rendus à la période de la conférence, les délégués sociaux vers un nouveau type d'intervention. Je vous présente notre conférencier. Vous avez ces notes, quelques notes à la page 13. Je ne vous les lirai pas toutes, mais quelques-unes. Donc, Denis Harrison est professeur au département d'organisation et ressources humaines de l'UQAM de 2003 à 2009. Il a dirigé le Centre de recherche sur les innovations sociales, le CRISE, un regroupement stratégique regroupant une trentaine de chercheurs dévoués à la recherche sur l'innovation sociale et les transformations sociales. Ces recherches portent principalement sur les processus d'innovation dans les organisations. Plus récemment, les innovations dans le secteur de l'économie sociale et du monde associatif.